passionnant, qui ne comprend pas qu'une dimension économique, à mon sens. Les GAFA en savent plus que l'INSEE sur les Français. Quand les organisateurs m'ont suggéré d'animer cette table ronde, ça m'a tout de suite rappelé un livre écrit il y a 25 ans déjà, par une chercheuse britannique qui s'appelle Susan Strange, et elle essayait d'analyser les sources du pouvoir dans l'économie mondiale. Elle dit, bon, il y a 4 sources de pouvoir importantes: la sécurité, qu'est-ce qui définit les menaces et les protections face aux menaces; la production, qu'est-ce qui définit les règles du jeu pour savoir où est-ce qu'on produit quoi et dans quelles conditions; la finance, qui définit les règles du jeu qui permettent de savoir qui va obtenir des crédits à quelles conditions; et ce qu'elle a appelé les savoirs. Et dans les savoirs, elle définit ça comme qui découvre, accumule, stocke et communique les données jugées économiquement et socialement importantes. On est, il y a 25 ans, découvre, accumule, stocke et communique. Tous ces verbes sont importants. Bien évidemment, il y a 25 ans, les GAFA n'existaient pas, mais cette maîtrise des savoirs informationnels était déjà pointée comme structurante de l'économie mondiale par Susan Strange. J'ai envie de lui dire, bien, depuis la question est devenue encore plus pertinente, elle est maintenant sous nos yeux, y compris dans nos vies quotidiennes. Et dans ces rapports de force, dans les relations de diplomatie économique entre les États et les acteurs économiques privés, la question des données permettant d'établir un diagnostic économique et social, et peut-être aussi, faudrait-il ajouter aujourd'hui, environnemental sur la France, est au cœur du débat de cet après-midi. Pour en parler, 2 intervenants. À ma droite, Nathalie Sonac, qui est professeure de sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 2, et Jean-Luc Tavernier, le directeur général de l'INSEE. Nathalie Sonac, je vais commencer avec vous, avec une première question. Ces GAFA, ces plateformes numériques, qu'est-ce que c'est exactement? C'est qui ces acteurs? Alors bonjour à tous, merci beaucoup de cette invitation. Alors peut-être même avant de savoir qui sont ces acteurs, quelques chiffres qui moi me font un peu tourner la tête. Lorsqu'on dit que le numérique est partout, qu'il a envahi notre espace de vie, c'est vrai pour le domaine de la santé, et puis finalement c'est vrai pour le domaine des transports, de l'information, de la finance, de la banque, des loisirs, de la communication. Nous sommes 88% de Français âgés de 12 ans et plus qui déclarent être connectés à Internet, qui le consomment tous les jours, quasi tous les jours. On est 63%, alors je dis bon parce que avec un chiffre pareil, j'imagine qu'on est tous emplis dedans, à utiliser Internet pour suivre l'actualité, ce qui représente plus d'1h30 de consommation par jour. 62% d'entre nous utilisent les réseaux sociaux et 77% sont équipés d'un smartphone et d'un ordinateur. Alors une fois qu'on a posé ça, on regarde les chiffres et c'est ceux-là qui nous font pas mal tourner l'œil. Il y a 12 plateformes aujourd'hui internationales qui comptent plus d'1 milliard d'utilisateurs et elles sont 2 à dépasser les 2 milliards. Je pense évidemment à Facebook et à Google. Alors si je regarde Google, très rapidement, c'est fondé en 98, ils ont créé, avec Larry Page et Sergey Brin, le premier moteur de recherche au monde qui détient aujourd'hui 90% de la requête des recherches au monde. Avec des algorithmes, évidemment on aura le temps d'y revenir, qui traitent des milliards de pages web en fonction de la popularité. Ça signifie que ces 5,4 milliards de recherches qui sont effectuées par jour, et c'est une capitalisation boursière d'environ 1872 milliards de dollars. Alors évidemment, on pourrait grainer comme ça, mais je pense que c'est quand même important de le poser. Pour Google, toujours son chiffre d'affaires, et ça pour moi c'est un point central parce qu'on verra son modèle économique un peu plus tard, mais son chiffre d'affaires repose sur la publicité ciblée. L'une de ses filiales c'est YouTube, 2 milliards d'actifs, 500 heures de vidéos par minute. Android, qui est son système d'exploitation, qui équipe 85% de nos portables, et puis une myriade évidemment d'entreprises comme du Messenger, comme Google Ads, comme Google Actualité, comme votre boîte Gmail, c'est 1,2 milliard d'utilisateurs. Si je bascule maintenant sur Facebook, il y a Amazon, il y a Apple, il y en a d'autres, mais je prends ces deux-là parce que finalement leur modèle d'affaires repose sur la vente d'espace de publicité. 80-90% de leur chiffre d'affaires, c'est de la publicité monde, et c'est à travers, en fait, c'est grâce à leur modèle d'affaires qu'elles ont aujourd'hui cet espace cette place et cette position sur laquelle je reviendrai. Donc Facebook, c'est aujourd'hui la plus grosse base de données, je sais qu'il y a beaucoup d'historiens dans la salle, de toute l'histoire de l'humanité. Ça a été fondé par Zuckerberg en 2004, ça fait une petite vingtaine d'années.
et avec la possibilité d'une interface de rencontre avec des étudiants qui permettent au départ de publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers, des documents, et puis ensuite à échanger des messages, et puis ensuite à créer des groupes. Aujourd'hui, c'est 2,8 milliards, quasiment 3 milliards d'individus aujourd'hui qui sont des utilisateurs actifs de Facebook et qui disposent des deux plus grosses plateformes de réseau social que sont Instagram et WhatsApp. Donc lorsqu'il y a quelques jours, vous avez l'une de ces boîtes, si vous permettez cette expression, qui plante, eh bien nous sommes 3 milliards sur Terre à paniquer, à partir dans tous les sens, c'est-à-dire je ne peux plus communiquer, je ne peux plus échanger, et où sont mes données. Alors, ces firmes nationales ont vraiment un pouvoir sur nos économies, sont à la fois des pouvoirs qui sont quasiment régaliens. 12 d'entre elles offrent des services de paiement. Facebook pense à développer une plateforme de crypto-monnaie, enfin une crypto-monnaie, pardon, et elle joue un rôle dans le débat public qui aujourd'hui peut être associé ou pas, en tout cas certains l'associent à une certaine forme de pouvoir de police, avec un processus de modération des contenus qui s'apparente, pourquoi pas, à une cour d'appel. Voilà, peut-être en quelques chiffres, juste avec ces deux acteurs-là, mais il y en a bien d'autres, mais qui me semblent en tout cas assez prometteurs en matière de captation de données. Merci. Au-delà de ces... vous avez dressé un tableau de la puissance économique de tous ces acteurs. Bien sûr, ce qui vous intéresse, et peut-être même ce qui vous inquiète, c'est la façon dont ils fonctionnent. On a l'habitude de dire que quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Expliquez-nous quel est le modèle économique de ces grandes entreprises privées puissantes. Alors, c'est assez amusant. D'ailleurs, si vous remontez à 1836 et à Émile de Girardin, son modèle de presse était celui finalement d'une plateforme, c'est-à-dire qu'il décidait de vendre son journal à un sou, tout simplement pour qu'il y ait un maximum d'individus, de gens, de citoyens qui puissent l'acheter à un prix qui soit accessible au plus grand nombre et que les gens puissent au maximum s'informer. Et puis, il s'est tourné vers finalement une seconde source de financement, c'est la vente d'espaces publicitaires à des annonceurs qui lui permettait d'assurer, de couvrir et de réaliser son chiffre d'affaires parce que le coût de production d'un journal, ça coûte cher à réaliser, de traiter, collecter, analyser l'information, ça coûte extrêmement cher. Et bien ce modèle-là, ça s'appelle dans une économie moderne et numérique, j'avais fait ma thèse de doctorat il y a déjà plusieurs années là-dessus, sur ce qu'on appelle des modèles à deux versants. Donc ces marchés-là, vous considérez en fait que votre journal de presse est considéré comme une plateforme qui a deux groupes d'agents qui vont les acheter, le lecteur qui se tourne vers la plateforme pour acheter un journal, et puis l'annonceur qui va acheter de l'autre côté un espace publicitaire, et c'est cette interaction entre ces deux versants de deux marchés qui crée qui est le modèle d'affaires de la presse. C'est celui de la télévision, et aujourd'hui, c'est clairement celui des plateformes, à part que, évidemment, elles le sont à une dimension qui est 1000 fois, 100 000 fois, je sais dire, je vous dirais simplement mieux que moi, nombre de milliards de fois de puissance à celle du journal. Donc la plateforme, c'est l'intermédiaire, c'est ce qui va rendre possible et faciliter l'interaction entre ces deux catégories d'agents, et les effets qui fonctionnent pour la rencontre de cet appariement entre annonceurs et consommateurs, ce qu'on appelle un effet de réseau croisé. Et plus il y en a, plus il génère des externalités. Et plus il génère des externalités, plus ça amplifie les réseaux croisés. Et c'est ce qui fait qu'en économie numérique, on dit relativement facilement the winners takes all, c'est-à-dire qu'en fait le premier, celui qui arrive à récupérer la masse, eh bien, il embarque tout. Quand vous embarquez tout, ça veut dire qu'assez rapidement vous obtenez une position monopolistique, ou en tout cas dans tous les cas hégémonique. Ces efforts de réseau vraiment structurent l'économie du numérique et ils concourent à installer surtout la gratuité. Donc ça fonctionne parce que si vous ne mettez pas cette fois-ci votre information, votre contenu, votre divertissement, votre fichier, votre photo à 1 sou, mais vous les mettez tout simplement à 0 €, eh bien vous avez une plateforme qui est extrêmement attractive, ça ne vous coûte rien d'y aller. Et c'est là que le bas blesse, c'est qu'en vrai, c'est pas que ça ne vous coûte rien d'y aller, c'est que vous pensez que vous y allez gratuitement, mais en fait la gratuité c'est pas vrai, ça va être la publicité déjà, c'est-à-dire la publicité que vous rencontrez pour pouvoir avoir vos produits et consommer votre journal, votre télévision, votre programme, votre vidéo, votre film gratuitement. Mais le modèle qui est structurant derrière, c'est la collecte massive de ces données, ce qu'on appelle le big data, et puis l'exploitation de ces données par des algorithmes et par l'intelligence artificielle, qui fait que le système d'appariement qui est au cœur de la création de valeur de la plateforme, qui amorce ces effets de réseau, qui amorce cette génération d'externalités, conduit à tracter toutes vos données. Alors après, on peut rentrer dans quel type de données ça traite, mais vraiment au cœur du numérique,
c'est la donnée, mais c'est pas simplement en vrai la donnée, c'est la collecte massive de données à laquelle derrière vous allouez à la fois un algorithme, des algorithmes et évidemment de l'intelligence artificielle. Ces données, elles ont une valeur. Bien, c'est même la donnée, elle a la valeur bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous vous baladez, il y a deux façons en fait, on va dire, de collecter des données. Soit vous déclarez votre profil, donc très souvent lorsque vous allez sur un site, vous déclarez votre profil, donc vous dites je suis un homme, je suis une femme, j'ai tel âge, j'ai telle préférence. Ensuite, lorsque vous allez consommer un site, vous allez liker, vous allez aimer, pardon, vous allez partager, vous allez forwarder, donc transmettre ce que vous avez aimé. Et toute cette navigation-là, vous n'avez pas forcément déclaré exactement qui vous étiez, mais en tout cas, votre ordinateur avec les cookies l'a tracé. Et donc c'est cet ensemble de données, à la fois celles que vous avez délivrées gratuitement et puis sciemment, c'est-à-dire que vous avez bien voulu vous déclarer, donc vous avez bien voulu les laisser, mais il y a ce qu'on appelle des données résiduelles, c'est toutes celles que finalement sont collectées à votre insu, c'est-à-dire que le fait d'avoir liké une photo que vous avez aimée, ça ne dit pas forcément que vous aimez toute la photo, que vous en aimez la couleur, que vous aimez la façon, etc. Mais en tout cas, toutes ces données ont été enregistrées, ont été reprises, et une fois qu'elles sont collectées, mises ensemble, eh bien, elles peuvent être revendues évidemment à des entreprises dont c'est le métier après de vous profiler. Donc c'est ce qui fait que grâce à ces petits appareils de géolocalisation, par exemple je suis ici assise à cette table à côté de ces deux messieurs et en face de vous, donc je suis géolocalisée, eh bien je vais recevoir une publicité du magasin qui est juste à côté qui me dit dès que tu sors ta faim, parce que je sais que l'information on y reviendra après, tu pourras boire dans tel restaurant, manger dans tel restaurant. Et on voit bien que là, on rentre dans un système qui n'est plus du tout celui auquel vous pensez, puisque vous n'en avez pas connaissance, vous ne savez pas ce qu'on prend véritablement de ce que vous laissez, puisque vous ne savez pas que vous laissez des données. C'est intéressant, on parle de ça, alternative économique. Géolocaliser nos futurs clients, ça peut être intéressant. Pour la publicité, c'est fondamental. Vous venez bien de l'expliquer, il y a des données, il y a aussi un marché des données. Ce marché de données est complètement opaque, vous allez dire, on peut les rassembler et les revendre. On a une idée de combien ça coûte un paquet de données? Non, alors je ne pourrais pas dire ça parce qu'il y a des chiffres. Déjà, lorsque je vous dis qu'il y a 12 plateformes qui, dans le monde, détiennent plus de 3 ou 4 milliards d'utilisateurs, et lorsque la capitalisation boursière est de 1280 milliards de dollars, donc très honnêtement, je n'ai pas appréhension de ce domaine-là, mais peut-être que le sera certainement mieux que moi. Je n'ai pas cette connaissance-là fine, on ne l'a pas. En revanche, ce que l'on connaît bien maintenant, et d'ailleurs on a la chance d'avoir un prix Nobel, Jean Tirole qui va venir d'ailleurs au rendez-vous d'histoire, et donc il a eu son Nobel aussi sur cette économie des two-sided market, quand on voit que moi j'ai beaucoup appliqué dans le domaine des sciences de l'information et de la communication, et j'ai été 6 ans au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, qui a permis de voir aussi, de comprendre les relations qu'on peut avoir avec ces nouveaux acteurs. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, leur modèle économique, c'est celui-ci. La captation de données est vraiment la création de valeur pour eux, et ensuite la revente pour pouvoir mieux vous connaître, mieux vous proposer des services qui sont à adéquation. Il y a à la fois le système de la publicité, et d'ailleurs Google et Facebook détiennent 90% du marché de la publicité. Ça siphonne en ligne, la publicité en ligne, ce qui siphonne totalement le marché de la publicité pour les autres médias. Donc on voit d'ores et déjà que cette position hégémonique, elle pose de nombreuses questions dans l'ensemble des secteurs, mais dans le secteur de l'information et de la communication, donc je suis bien de la place publique de s'informer en tant que citoyen, ça pose évidemment de nouvelles questions, notamment d'éthique. Alors, on commençait à aborder la question des conséquences, des enjeux un petit peu. C'est pas toi, vous avez dressé le tableau, vous avez défini le modèle économique maintenant. C'est quoi le problème? Quels sont les enjeux, les conséquences de ce développement extraordinaire, cette forte présence de ces acteurs aujourd'hui? Elles sont vraiment de plusieurs ordres. Il y a évidemment des questions éthiques, on a des questions de place publique, on a des questions de lien avec le fait que ça soit tracé à notre insu. Ensuite, il y a le fait qu'on soit complètement dans une économie dont le leitmotiv c'est juste le dollar, parce que quelle est l'incitation pour cette entreprise. Ensuite, ça pose des questions, donc on en discutait tout à l'heure, le fait que vous ayez une plateforme comme Twitter qui décide, quelles que soient les raisons, et sans rentrer dans un débat politique,
de dire les propos de Donald Trump vont être supprimés. Ce n'est Twitter, ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas un pouvoir politique, il n'y a pas des gens, communauté qui a voté pour que cette personne soit en place et qui décide de façon finalement arbitraire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, une fois encore, on est nombreux à se dire qu'il aurait dû le faire avant, mais ça c'est vraiment pour la petite blague, en fait ce n'est pas drôle du tout. C'est-à-dire qu'ils ont quand même un pouvoir, c'est une plateforme, une surface, une dimension, une puissance économique et financière et une position hégémonique, c'est bien ce que ça dit, qui est plus puissante que certains États, alors qu'ils n'ont pas été mis en place d'un point de vue gouvernemental. Donc ce que l'on constate, c'est que ça peut nous amener, en tout cas beaucoup d'auteurs travaillent dessus, sur est-ce que ça ne fait pas vaciller de démocratie. Pour Trump, ils n'auraient pas dû le faire? Moi, je ne rentre pas dans la question, justement, on en discutait tout à l'heure avec une célèbre historienne, je ne vais pas rentrer dans la question de est-ce qu'ils auraient dû ou est-ce qu'ils n'auraient pas dû. Dans la mesure où si vous posez la question de cette façon-là, ça signifie que vous interrogez le message politique qui est donné. Est-ce que dans une agora, il est possible qu'une entreprise privée coupe le micro d'un président de la République, en l'occurrence des États-Unis, pas n'importe quel État, élu démocratiquement parlant? Ça pose question. Sur d'autres enjeux qui sont liés à... Ah, vous voulez que je vous dise tout d'un coup? Ah oui, je peux. Alors, on a beaucoup d'enjeux. On a un enjeu, par exemple, sur le scandale dont on a pu entendre parler de Cambridge Analytica. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre parler. Il y a un auteur qui s'appelle Christopher Willey, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Mindfuck, c'était pas très joli comme titre, mais c'était pour nous interpeller, qui, franchement, c'est peut-être très emblématique des conséquences totalement désastreuses d'une possible déstabilisation, voire d'inversion des scrutins lors d'élections, parce que pendant des années, cette société, donc Cambridge Analytica, a siphonné, donc a aspiré des données d'une 50aine de millions d'utilisateurs de Facebook, à leur insu. Donc on en revient là pour le coup, ils n'ont pas voulu être leur profil, eux ils n'ont pas été désireux de donner, de délivrer potentiellement leurs données à cette société. Cette société-là les a aspirés, les a siphonnés, et puis ensuite, eh bien, avec la connaissance affinée de chacun des profils, parce que c'est ça qui est intéressant, quand je sais exactement qui vous êtes, eh bien, je sais que vous êtes géographiquement parlant, et je sais ce que vous aimez, eh bien, je vais pouvoir vous délivrer autant de services, et puis fabriquer des services qui vont renforcer le goût pour ce que vous aimez. Et en l'occurrence, avec ces bases de données, ils ont pu adresser des messages extrêmement ciblés sur pro-Trump, pro-Brexit, et il s'est passé la même chose avec Bolsonaro au Brésil. Donc on voit que finalement la puissance, le modèle économique, même si l'intentionnalité est faire de l'argent, eh bien il peut y avoir, lorsque ces données sont vendues à des entreprises qui, elles, a une autre intention, comme faire élire un homme politique plutôt qu'un autre, eh bien, si effectivement le scandale Cambridge Analytica a été évidemment, heureusement dénoncé, mais ça participe de cette puissance hégémonique et de ce qu'on peut en faire lorsqu'on vend ce type de produit qui est de la donnée personnelle. En même temps, il y a de la concurrence. Vous nous dites Twitter, il y a Facebook, il y a plein, et tous ceux que vous avez dit. C'est vrai, on a à peu près, en tout cas, on considère qu'il y a une douzaine de plateformes qui ont véritablement une position hégémonique, et ces plateformes-là, elles-mêmes possèdent ces plateformes. Donc, des plateformes qui possèdent des plateformes. Donc, quand je parlais de Google possède YouTube, il possède WhatsApp, il possède Instagram, et inversement. Donc, lorsque vous avez un opérateur qui possède l'ensemble des autres filiales qui elles-mêmes aspirent des données, lorsque vous avez Facebook qui possède, comme lorsque vous avez Google qui possède YouTube, vous avez un géant qui possède un géant. Donc elles mettent ensemble, et lorsque en l'occurrence leur régie publicitaire, puisque le modèle d'affaires de ces deux acteurs, de ces deux mastodontes, repose sur la collecte des données massives et repose sur de la publicité, et bien effectivement elles mettent ensemble cette puissance de frappe. Ensuite elles ont créé des régies publicitaires, et ces régies publicitaires elles-mêmes sont des plateformes qui traquent des milliards de données. Donc elles ont créé le Ad Exchange par exemple, c'est le marché de la publicité en ligne, où ce n'est plus un échange entre des agences et des annonceurs qui vont se parler point par point. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. En
fait, c'est la vente de données en real-time binding, en réel. Je ne sais même plus comment on dit en français, c'est grave, aux enchères, pardon, veuillez m'excuser, aux enchères en temps réel, et qui vendent des mots-clés, et qui sont real-way, ce qui fait que les annonceurs eux-mêmes, par exemple, et ça c'est un point aussi de dérive, ne savent pas toujours où est-ce que leur publicité se retrouve sur des sites. Donc il y a par exemple des publicités qui se retrouvent sur des sites d'extrême droite ou d'extrême gauche, sans que l'annonceur ait envie, ne sache ou n'ait connaissance. Donc en fait, ça va très loin en profondeur dans cette collecte de données et de cette vente de données à des sociétés. Et si vous me permettez un témoignage personnel, je ne délivre pas de secret ici en disant qu'Alternative économique, on a eu recours à l'un de ces géants en lui disant est-ce que dans votre base de données, voilà ce qu'on est, Alternative économique, est-ce que vous pouvez nous donner, alors évidemment plus on paye, plus on a le droit à la base de données élargie. Au début, on n'a dit pas grand-chose, et ils ont dit, compte tenu de ce qu'est votre journal, on vous conseille sur notre réseau social d'envoyer à quel type de personnes. Et on a eu un retour d'efficacité redoutable, bien sûr, redoutable. Ça fait un peu peur. Ça fait très peur, parce que la machine a cette puissance-là avec les algorithmes qu'ils ont, avec la quantité de données. Il y a une connaissance beaucoup plus fine, évidemment, que votre vendeur à côté de chez vous, même s'il vous voit passer tous les matins. Par définition, donc il va vous allouer un service, et c'est aussi ça. Ils sont aussi puissants, ils sont aussi présents, parce qu'ils sont très efficaces. J'ai l'air de dire, en tout cas, je le dis de cette façon-là, qu'on peut s'interroger sur ces acteurs-là, mais ce sont des acteurs qui sont extrêmement efficaces. Quand je regarde Netflix, qui n'est pas un GAFA, mais qui est un service de vidéo à la demande, dont le modèle économique est l'intermédiation en numérique, c'est pas du tout un GAFA, mais c'est la vente sur la connaissance, et bien lorsqu'il me recommande des films, eh bien je me remercie de me recommander des films qui correspondent aussi à ce que j'aime. Il y a aussi un indice de découvrabilité, sur les acteurs qui participent au financement de la création. Donc ça serait beaucoup plus facile si on disait c'est des gros méchants, tout noir, c'est affreux, pas du tout. S'il y a 3 milliards d'individus qui les consomment, c'est pas 3 milliards d'individus qui sont des abrutis, pas du tout. En revanche, ce que ça signifie selon moi, c'est qu'ils ont une position hégémonique qui aujourd'hui est devenue puissante, voire trop puissante, et qu'il est temps, et ça c'est peut-être l'ancien régulateur ou régulatrice qui parle, qui est celle évidemment d'intervenir, de réguler, voire, la question est posée aujourd'hui, de les couper en morceaux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les réguler? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les réguler? Il y a plein de choses. Aujourd'hui, en tout cas dans le domaine des sciences de l'information et de la communication, je n'ai vraiment pas pas du tout la prétention de connaître les autres domaines. On dit que le numérique est transversal, mais néanmoins, dans le domaine de la santé, il y a d'autres problématiques. Dans l'éducation aussi, je préside un comité d'éthique sur les données d'éducation, on voit bien qu'il y a des questions qui sont quand même semblables. Donc vous me disiez, pour les rigoler, je pense par exemple dans ce domaine-là, depuis maintenant 2018 par exemple, le CSA, enfin le gouvernement a voté une loi qui est mise en application par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est la loi du 22 décembre 2018, et cette loi-là, c'est une loi de lutte contre les fake news. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu les Wikileaks, et qu'avec ces Wikileaks-là, et au moment de la campagne électorale, la dernière campagne électorale présidentielle, il s'avère que 48 heures avant la fin du premier vote, le compte de campagne d'Emmanuel Macron a été attaqué. On appelle ça les Macronleaks. Il s'avère que dès qu'il a été élu président, il a dit je m'attaquerai à ce problème-là. Ça participe de ce dont je parlais précédemment sur le Cambridge Analytica, de possiblement déstabilisation d'un scrutin ou d'un vote. Et donc, en fait, a été votée la loi de lutte contre la désinformation, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a pour mission de garantir la liberté de communication dans l'espace audiovisuel, Téléradio, a depuis, et ça va rentrer en vigueur le 1er janvier, a depuis les plateformes de partage de vidéos le 1er juillet, ça rentre en vigueur le 1er juillet, a dans son escarcelle de régulation les plateformes de partage de vidéos, mais depuis 2018, le CSA, donc le régulateur, échange avec ces plateformes pour voir comment elles fonctionnent, comment on peut coopérer. Donc elles ont aujourd'hui des obligations de coopération, elles ont une obligation d'un rendu de moyens, quels sont les moyens techniques, quels sont les moyens humains
que ces plateformes mettent à disposition auprès de ces utilisateurs pour pouvoir justement changer. Mark Zuckerberg, ça fait quand même quelques années maintenant qu'il se fait tous les matins tirer les oreilles de partout. Et si son modèle continue, c'est difficile. On voit bien que traiter les données du Figaro, d'Alternative Éco ou de Libération, ce n'est pas des données, c'est pas un nombre de données en termes de milliards, c'est pas mondialisé. C'est évidemment cette globalisation, cette mondialisation qui rend très complexe en fait. Et aussi sur des régulations qui sont différentes. Aujourd'hui, on joue dans le camp européen, donc il y a eu la transposition de la directive de services de médias audiovisuels qui vise, et puis là dans quelques mois, il y aura ce qu'on appelle les Digital Service Act, donc une directive qui a pour visée à la fois de coopérer et surtout de leur dire maintenant, vous, acteurs économiques, vous, plateformes, vous devez être aussi responsables. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas voulu jouer dans le camp de la responsabilité éditoriale. Ils se disaient, écoutez, moi je suis une plateforme, je suis un tuyau et je n'ai pas à m'occuper du contenu qui est véhiculé à l'intérieur. Or, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est plus jouable. Quand aujourd'hui vous dites que Facebook, c'est la première agora du monde, quand vous dites que 72%, enfin 70% des jeunes de 20 à 35 ans, leur première consommation, c'est sur les réseaux, consommation d'actualité, et bien ça évidemment a une incidence. On n'est plus dans le jeu uniquement de l'économie. C'est pas simplement, même si c'est puissant, c'est pas la seule puissance économique qui pose question. C'est que la position aujourd'hui qu'ils occupent dans l'agora aussi politique, être aussi puissant que des États, oblige finalement le régulateur, la société dans son ensemble, à repenser la position que eux doivent occuper et les règles que nous souhaiterions voir élaborer. Et notamment, par exemple, le RGPD, c'est une règle en Europe qui vise à responsabiliser les entreprises, à ne pas vous voler vos données, à vous poser systématiquement la question. Et cette règle-là, elle est beaucoup appréciée aussi par des entreprises américaines, même si c'est compliqué à appliquer. Malheureusement, le régulateur irlandais sont installés, tous ces GAFA en Europe, n'a pas l'air d'être très actifs. Une dernière question, avec une réponse brève. L'INACA, qui est la grande patronne, la nouvelle grande patronne nommée par Joe Biden aux États-Unis de l'autorité de la concurrence, l'autorité de la concurrence a déjà voulu attaquer Facebook en disant maintenant il faut vendre tout ce que vous avez acheté, WhatsApp, Instagram, ils se sont fait retoquer. Elle revient avec un dossier encore plus gros. Il y a une vraie volonté politique aux États-Unis de dire qu'il faut casser par exemple le monopole de Facebook. Vous avez racheté Instagram, il faut les vendre. Est-ce qu'il faut les forcer est-ce qu'il faut les déboucher? En tout cas, c'est très intéressant de se dire qu'aux États-Unis, elle avait fait sa thèse de doctorat, c'est une jeune femme, une lawyer, une avocate qui a fait sa thèse de doctorat sur Amazon, qui a écrit sa thèse qui est vraiment extrêmement intéressante et qui démontre totalement le mécanisme de fonctionnement de cette plateforme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, juste un chiffre, aujourd'hui, Amazon occupe une place centrale dans nos industries culturelles et créatives. Le livre Kindle CE, les films avec Prime Video, les objets connectés avec la plateforme Alexa, si ça vous pique pas des données sans le savoir, vous me dites ce que c'est. Ils viennent de racheter les studios de la MGM, donc la Metro Goldwyn Mayer, pour 8,5 milliards de dollars. Effectivement, on est loin du compte. Alors est-ce qu'il faut les démanteler? En tout cas, ça participe de la réponse qu'il ne faut absolument plus qu'ils n'occupent une position hégémonique, ça c'est clair. Merci beaucoup. Donc ces acteurs privés sont producteurs de données, analysent beaucoup les données, mais il n'y a pas que les acteurs privés qui sont producteurs de données, qui analysent les données, qui nous donnent un retour sur la société française. On a la chance d'avoir avec nous cet après-midi le directeur général de l'INSEE, Jean-Luc Tavernier. Est-ce que ces GAFA, ça représente un défi important pour vous, pour la statistique publique? Oui, en tout cas, c'est un sujet d'intérêt depuis plusieurs années. En fait, la première trace numérique, du reste, qu'on a trouvé de la phrase Google en sait plus que l'INSEE sur les Français, c'était d'ailleurs sur la société française. Google en sait plus que l'INSEE sur la société française. Et je reviendrai sur la nuance et les barrasses. C'était un chercheur du l'INRIA, il y a plusieurs années. Je ne sais pas s'il disait ça en termes de boutade, mais la formule a fait Flores juste inquiété au sein des rangs de l'Institut, en disant avec le big data, est-ce que l'ère du statisticien est révolue? Et ça nous a y compris amené jusqu'à faire un paquet de blogs qu'on trouve sur le site blog de l'INSEE sur le sujet pour essayer de creuser un peu. Alors, il faut tout de suite lever le malentendu. Il n'est pas douteux qu'une boîte comme Google ou Facebook en sait beaucoup plus sur un Français pris individuellement que l'INSEE.
le prenez pas mal, Christian, mais mes collègues de lycée et moi-même, nous ne savons rien de vous personnellement, et nous ne tenons pas à le savoir. Ce qu'on fait, évidemment, c'est la statistique publique, on catégorise, on essaye de rendre compte de faits économiques, de faits sociaux, voire sociétaux. C'est pas le même objectif, c'est pas le même travail. Et la question du coup qu'on se pose, c'est est-ce que au-delà de son objet social, de Google qui est utilisé des données individuelles à des fins de maximisation de sa valeur, des fins d'optimisation publicitaire, est-ce que des boîtes comme ça sont capables de produire effectivement de la statistique publique plus vite, voire mieux que nous? Ça, c'est la question qu'on se pose, et elle part quand même du fait que, il faut bien reconnaître qu'il y a certains avantages aux données dont disposent ces boîtes. Elles sont d'accès immédiat, instantanément, dès que vous utilisez ces machines. Elles n'ont pas de coût d'acquisition, elles sont un produit fatal de leur activité. Elles ne demandent absolument rien aux personnes. Nous, quand on fait une enquête, il faut aller voir les gens, il faut leur dire on va prendre un peu de votre temps pour répondre. Là, rien du tout. À partir du moment où vous avez volontairement pas, sciemment pas, activé l'option de géolocalisation d'un des services de Google ou d'une des applis qu'il propose, vous êtes géolocalisé plus ou moins en permanence, sans que vous ayez rien demandé, et il n'y a aucun fardeau pour le répondant. Et puis, quatrième avantage, je ne vous dis pas de coût, disponibilité immédiate, on ne demande rien aux personnes qui répondent. Et quatrième avantage, on peut avoir l'apparence d'une certaine homogénéité entre pays. C'est les mêmes services, le même type de service de géolocalisation, par exemple, qu'on a partout. Et donc, on se dit, voilà, tout ce qu'on va pouvoir faire remonter sera aisément comparable d'un pays à l'autre. Donc ça, c'est un peu le côté attractif de la chose. C'est pas rien. Ça fait peur. Oui, ça fait peur. Et alors, bon, on va remarquer, ça fait peur. Si ça marche bien et qu'on n'a plus besoin de statisticiens, le contribuable en faire l'économie, c'est parfait. Mais c'est pas exactement, ça marche pas exactement. Ça marche pas si bien que ça. Ça marche pas si bien que ça, parce que, d'une part, il ne peut pas y avoir une couverture complète de la population, et la couverture est biaisée. Alors, nous, on a fait des tas de papiers, vous savez, sur l'électronisme, et évidemment, les gens qui vont pouvoir être repérés à travers toutes leurs traces numériques, sur leur centre de recherche, qui vont venir voir, écouter les amis qu'ils voient, les achats qu'ils font, les trajets qu'ils décrivent, c'est pas représentatif de l'ensemble de la population. On sait qu'on va... La Venezuela bien fait voir que c'est quand même une grande majorité des gens, et partout dans le monde. Oui, mais peut-être que ceux que vous ratez, c'est peut-être des gens que vous avez envie quand même de regarder. Vous allez sous-pondérer, vous allez avoir plus de jeunes que de personnes âgées, vous allez avoir plus de familles que de personnes seules, vous allez avoir plus de riches que de pauvres, etc. C'est pas rien quand même. Deuxièmement, l'échantillon, je dirais, le panel est instable par nature, parce que la couverture augmente, et puis aussi parce qu'il y a des batailles de parts de marché entre toutes ces boîtes. Et donc on n'est pas sur des échantillons redressés comme on aime le faire. Expliquez ce que ça veut dire, redresser. Redresser, ça veut dire qu'on essaye d'avoir une population qui, au fil des ans, colle toujours avec la réalité de la population qu'on cherche à représenter, la population française, si on regarde des statistiques, sur l'ensemble de la population. Et puis, bien sûr, ça ne vous donne absolument aucune contextualisation, aucune conséquence. Vous avez juste un fait. Voilà. Et quand vous voulez, quand vous êtes sur un moteur de recherche et que vous regardez, je ne sais pas, Blois, c'est peut-être parce que vous voulez vous rendre à Blois, puisqu'ils sont comme ça que c'est interprété, par exemple, dans les statistiques de Apple Mobility qui existent. Mais ça peut être aussi parce que vous vous intéressez au dernier match de l'équipe de foot de Blois, si ça qui doit exister, si vous voulez vous rendre au rendez-vous de l'histoire à Blois, ou en avoir une retransmission vidéo, ou vous vous intéressez à l'histoire de France, que sais-je. Donc il y a beaucoup d'imprécisions, beaucoup de bruit autour de tout ça, et pas de contextualisation. Donc il y a des problèmes de cohérence temporelle, il y a des problèmes de contextualisation, et en fait, ça ne suffit pas, me semble-t-il, à appréhender réellement un fait social ou un fait économique.
le métier de statisticien qui essaie de faire parler cet ensemble de données, collecter la data, c'est vrai que c'est quelque chose de vital et de crucial, c'est la première chose. Mais la traiter pour pouvoir en faire une statistique, c'est quand même un métier, et c'est peut-être un coût faible par rapport à la capitalisation, au chiffre d'affaires des boîtes, mais quand même, c'est pas un métier très lucratif, ce n'est pas dans leur modèle économique aujourd'hui, et donc ça laisse, je crois, de la place pour un service public de la statistique. Alors, pour autant, est-ce que ces acteurs privés posent des risques à la statistique publique? Par exemple, est-ce qu'ils pourraient prendre en partie votre place et devenir une référence dans le débat public? Alors, oui. Alors moi, je pense qu'il faut distinguer un peu dans notre activité. Il y a des degrés de risque plus ou moins forts. Je vais distinguer deux choses. Je vais distinguer vraiment un des pans de notre activité qui est de faire des analyses assez fouillées avec des questionnaires assez longs et des protocoles d'enquête assez lourds auprès des ménages pour vraiment décrire de manière approfondie des phénomènes sociaux. Là, je ne crois pas que la compétition soit dans le domaine des possibles. C'est vraiment un métier lourd, coûteux. Ce ne sera pas un produit fatal de l'accumulation de données façon Google. Et du reste, données massives ou pas, GAFAM ou pas, moi en tant que directeur général de l'INSEE, je suis confronté à une demande je ne maîtrise pas de la part de la société civile, des chercheurs, des politiques ou des élus divers pour investiguer tout un tas de phénomènes. Ça peut être les conditions de vie, les conditions de logement, la situation particulière des personnes handicapées, la situation particulière des enfants dans les familles où il y a des ruptures familiales, des familles recomposées, ça peut être les personnes qui souffrent de dépendance, ça peut être les immigrés et les descendants d'immigrés, leur trajectoire comparée à celle des non-immigrés, ça peut être encore des ajustements qu'il y a entre les qualifications et les compétences des gens et ce qui est demandé sur le marché du travail, ça peut être la mobilité sociale ascendante en cours de carrière et puis d'une génération à l'autre. Voilà le genre de questions, d'enquêtes auxquelles on doit répondre. Et moi je suis sans arrêt en fait en train de brider la demande en disant les moyens d'enquêteurs, les moyens financiers ne sont pas illimités, donc je dois choisir entre tout ça. Et je n'ai pas vu que l'émergence des big data ait changé quoi que ce soit. Là, c'est appétit pour ce genre de travaux-là qui sont vraiment des travaux approfondis. Là où, je sais que je voulais distinguer, alors, là où deux pans de notre activité, l'autre pan de l'activité où peut-être il peut y avoir plus de concurrence, c'est l'indicateur avancé conjoncturel qui concerne l'activité, la consommation, l'emploi, l'inflation. Vous savez bien, je savais bien que le monde, les marchés financiers, mais pas que, les banques centrales, les policymakers, tout le monde et les journalistes, sont friands, un appétit sans limite sur des données de plus en plus rapides. Et il faudrait. Je me suis fait insulter hier sur un réseau social, moi je suis sur LinkedIn, ou avant-hier, parce qu'on a donné des indications sur les inégalités en 2019. Et donc le premier commentaire que j'ai eu, c'est un type qui m'a dit que je déconnais complètement, que c'était totalement inepte de publier aujourd'hui des indicateurs d'inégalité sur 2019, que ça n'intéressait plus personne, etc. Donc le monde est ainsi, il faut faire avec. Et donc il y a le risque effectivement que le quick and dirty, moi je parle un peu anglais, Nathalie, le quick and dirty, donc le salaire rapide, évince ce qui demande plus de temps, mais qui est plus robuste. Et ça, il faut qu'on y fasse absolument gaffe. En routine, pour faire, je ne vais pas être trop long, mais quand on regarde, on fait cette veille depuis longtemps, de regarder ce qu'on peut récupérer sur les réseaux sociaux comme signaux faibles et savoir ce qu'on peut faire de la conjoncture avancée. Bon, ce qu'on voit, et d'autres pays aussi l'ont fait, c'est que ça ne marche pas réellement. On a essayé par exemple de regarder si ce qu'on trouvait sur Google Trends, sur la consommation, donc c'est toutes les recherches sur le champ lexical autour de la consommation, donner un indicateur sur les inflexions macroéconomiques de la consommation, à la hausse ou à la baisse. Bon, alors l'innovation, enfin l'ajout en termes d'information est assez faible, il existe, il est assez faible et il est hyper instable. Donc en fait c'est inutile. Je
Je me rappelle aussi, j'aime toujours citer cette anecdote, que les Hollandais avaient fait la même chose sur tout le champ lexical, bien-être, satisfaction dans la vie, etc. En regardant sur du web scrapping, encore en anglais. C'est en allant sur en moissonnant sur les moteurs de recherche, en regardant par exemple sur Google Trends, etc. C'est ce que fait Google Trends, hein, c'est de moissonner, de regarder du coup quelle est l'occurrence de recherche sur ce genre sur tel ou tel champ lexical. Bon, alors ce qu'ils avaient regardé, ce qu'ils avaient vu au final, c'est qu'il n'y avait que du bruit, sauf l'écho de leur propre publication à l'Institut statistique. Bon, avouez que ça donne assez peu envie, en fait, et qu'on se dit que la valeur ajoutée est faible. Alors ça, c'est en routine. Bon, il faut reconnaître que, si vous êtes attentif, il y a eu, depuis le premier confinement, un énorme attrait des indicateurs de mobilité. Donc tout le monde, maintenant, s'en est entiché de Google Mobility. Il y a la même chose sur Facebook. Donc ça, c'est vraiment quand vous activez un service ou une application qui demande la géolocalisation, et il y a beaucoup de monde qui... Et puis Apple fait quelque chose d'un peu différent, c'est vraiment les recherches. C'est pas la géolocalisation, c'est par la recherche. Bon, vous avez eu un choc absolument considérable, évidemment, dans tous les pays au moment notamment des premiers confinements, quand il y a eu des restrictions aux déplacements drastiques. Et qui se voit, vraiment, on voit la chute, l'effondrement de tous ces indicateurs de mobilité. On peut les comparer entre les pays, c'est assez sympa. Et sur l'expérience du début de l'année 2020, c'est assez bien corrélé aux chutes de déplacement et donc d'activité de consommation qu'il y a pu avoir à cette période-là. Après, pour reprendre le langage de mon gars sur LinkedIn, ça déconne. Après, vous voyez, apparemment le télétravail s'est développé jusqu'à ce que le télétravail se développe en gros. Le fait d'être à la maison était un très bon indicateur de la réduction de l'activité. Puis d'un seul coup, donc vous voyez l'instabilité de ces relations. Donc, juste, ça peut arriver qu'on soit dans un domaine de validité parce qu'il y a un choc brutal, qu'on dépasse le bruit, que du coup ce qu'on enregistre dépasse le bruit de fond et l'imprécision de ce type de source. Que ça nous permette de mesurer quelque chose et surtout de le mesurer de façon assez homogène, il est vrai, entre les pays. C'est pas complètement exact et si vous regardez, vous le verrez dans le papier de Bob si vous le lisez, si vous regardez ce qui est écrit dans Google Mobility qui est ouvert au grand public, c'est qu'ils vous disent surtout ne faites pas de comparaison entre pays parce que les redressements ne sont pas les mêmes, etc. Et de fait, c'est un problème, c'est des boîtes noires. C'est des boîtes noires. Donc là, le statisticien, il a horreur du truc boîte noire. Mais voilà, donc à ce moment-là, on voit cette grande chute et c'est bien sympathique, et ça fait des graphiques, ça a été très utilisé. Et nous-mêmes, dans notre retour, on l'a utilisé. Mais ce qu'il faut quand même que je vous dise, c'est que, parce qu'on n'est pas resté de pied dans les mêmes sabots, dans les instituts statistiques, et notamment en France, où on a été, le 26 mars 2020, les premiers à dire on est à moins 35% de PIB, 15 jours après le confinement. Si j'ai choisi de mettre ce chiffre dans le domaine public, ce jour-là, je me rappelle très bien, en ayant hésité, c'est que c'était très peu robuste, et on faisait de la statistique expérimentale, on faisait des remontées d'informations des fédérations professionnelles, des boîtes, un petit peu ces histoires de Google Mobility, etc. Mais ce qui m'a fait quand même pencher, c'est qu'on a utilisé des données, des big data, mais des vrais, je dirais pas des big data type GAFA, des big data d'entreprise, en l'occurrence des données de transactions bancaires que le groupement Gilles Carte Bleue avait mis à notre disposition, et que depuis on a toutes les semaines. Alors c'est pas instantané, toutes les semaines ça va quand même. Ils vous les donnent ou vous les achetez? Alors ceux-là, ils vous les donnent. Si vous voulez me faire parler de quelqu'un qui veut me faire payer, je vous parlerai d'Orange bien volontiers. Mais là, le Carte Bleue les donne, les a donnés dans la crise et continue à les donner depuis, sans discontinuité. Et très clairement sur les données, alors elles font aussi du bruit, elles ne sont pas immunes à tout. Et évidemment, quand le son montagne se généralise, il y a la Carte Bleue se développe au détriment du chèque ou de l'espèce, etc. Il faut faire attention à tout ça. Mais on avait très clairement sur les transactions de Carte Bleue un choc de la même magnitude, de 30-35%. Donc c'est là que je me suis dit, on peut y aller. C'est pas les données
Google Mobility, etc., à elle seule, ne m'aurait pas suffisamment rassuré. En même temps, moi c'est vrai qu'en tant que journaliste économique, quand on est rentré dans le confinement et les longs mois, on a été très agréablement surpris par l'INSEE, il faut dire aussi par la Banque de France et par l'OFCE. On a eu 3 institutions qui très rapidement nous ont donné des estimations très fortes, très rapides de ce qui se passait dans un environnement qui était vraiment complètement incertain. Est-ce que du coup ça suscite pas quand même une demande de la part de la société civile ou des journalistes, hein, mais de dire vous avez été capable à un moment donné de donner de l'information beaucoup plus rapidement que vous donnez sur les inégalités et la pauvreté de 2019. On aimerait bien celle à avoir de la fin 2020 et du premier semestre 2021. Est-ce que ça ne va pas quand même inciter à une demande de données de plus en plus rapide? Et vous, est-ce que vous n'allez pas être tenté de dire, vous nous avez dit tous les problèmes qu'il y avait avec ces statistiques, mais quand même de tenter de les utiliser et de tenter d'accepter la dégradation de la qualité pour répondre à cette demande sociale? Oui, c'est une très bonne question. Il y a toujours l'arbitrage entre la rapidité avec laquelle on produit et la robustesse de ce qu'on fait. Évidemment, les inégalités de revenus, on les produit pour l'essentiel avec des données fiscales, des données quasi sociales. Il faut le temps qu'elles arrivent, qu'elles soient recollectées, qu'elles arrivent, etc. C'est très long. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne m'avez pas entendu, non plus aucun collègue de l'INSEE, dire combien on pense qu'il y a de pauvres en plus ou en moins en 2020. On fera une première estimation, je pense, début novembre 2020. On ne l'a pas fait avant, parce que... 2021, excusez-moi. On ne l'a pas fait avant parce que, franchement, on n'est pas mûr et on ne veut pas mettre dans le domaine public quelque chose dont on n'est pas suffisamment assuré. Pourquoi les statisticiens américains arrivent toujours à donner des chiffres avant alors, les mêmes données? Oui, vous avez aussi cité l'exemple des Chinois qui arrivent à sortir les chiffres des comptes du trimestre, le dernier jour du trimestre. Ce qui force l'admiration. En matière de revenus, les Américains ont une infrastructure que les autres n'ont pas, et puis que moi, dans mon budget actuel, je ne peux pas me payer, qui est une enquête infra-annuelle auprès des ménages sur leurs revenus. Une question de moyens. Voilà, donc nous on fait l'enquête d'emploi, et au passage, puisque vous parlez, c'est le moment je peux aussi signaler ça, l'enquête d'emploi qui donne le taux de chômage sans stupidité. Être chômeur sans stupidité, c'est remplir 3 conditions: ne pas travailler, assez facile à observer, être en recherche active d'emploi, impossible à observer sinon qu'en demandant au ménage quel est son comportement, et se déclarer disponible à prendre un emploi s'il s'en avait un qui est disponible et qui répond aux qualifications de la personne. Ces critères de chômeur sans stupidité, on ne peut les appréhender que par un protocole d'enquête. On ne sait pas le faire autrement, et aucune information de type trace numérique sur smartphone, etc., ne permettra de le faire. Pour avoir une distribution des revenus instantanés, il faudrait avoir le même type d'enquête, c'est-à-dire une deuxième enquête où on interroge en gros 100 000 personnes chaque trimestre. Ça peut être un choix, mais objectivement, ça n'a jamais été dans nos enveloppes possibles, dans nos enveloppes budgétaires et avec nos moyens. C'est combien? Combien vous faudra? C'est une vingtaine de millions pour moi, et pas mal d'effectifs d'enquêteurs, d'enquêtrices en plus. 20 millions par an? 20 millions par an. Avec une dette publique de la France à 2672 milliards, 2672 milliards en 2020. Non, mais venez avec moi quand je discute mon budget, hein, les effectifs à l'INSEE. D'accord. Les effectifs à l'INSEE, ils sont en baisse continue, une baisse graduelle, mais depuis le début du millénaire. Hein, donc voilà. 20 millions, d'accord. Voilà, si vous avez, alors on accepte les dons. Mais attendez, pas qu'une fois, hein, c'est chaque année. Donc, il faut s'engager. Il faut s'engager. Voilà. Mais alors, je suis quand même est-ce que vous n'allez pas être tenté d'utiliser des données de moins bonne qualité pour attendre? Non, alors je crois qu'il faut vraiment. Du coup, on doit appliquer le discernement. C'est-à-dire, on est encore dans une situation où il y a des hauts débats, il y a des mouvements conjoncturels assez accusés liés à l'évolution remarquée de certains secteurs qui sont empêchés de produire normalement du fait des restrictions sanitaires, de la faible mobilité internationale, ce genre de choses. Donc tant qu'on est dans cette situation-là, c'est intéressant d'utiliser des données haute fréquence parce qu'on a des évolutions qui sont assez rapides et donc ça donne de l'information au-delà, encore une fois, du bruit, de l'imprécision de ces sources. En régime de
de croisière, non. Je pense que je ne suis pas sûr qu'en régime de croisière, lorsque la consommation sera revue à quelque chose d'assez stable et avec une structure par produit ou par service à nouveau stabilisée, je ne sais pas si ça vaudra encore le coup de collecter cette information et de l'utiliser. Et je crois que c'est aux statisticiens alors de faire preuve de discernement et de ne pas dire une fois pour toutes le trade-off, l'arbitrage, pardon, il est soit dans le sens d'être plus rapide, soit dans le sens d'être plus robuste. Je crois que c'est à nous, bien sûr en écoutant la société civile, en regardant ses attentes, mais c'est à nous d'appliquer notre jugement. Encore une fois, comme on l'a fait au mois de mars en disant notre moins 35%, il n'est pas bien calé, il est un peu fragile, mais objectivement, il vaut mieux mettre ça dans la nature qu'attendre que Tartampion dise je sais pas quoi, voilà. Alors justement, que Tartampion dise je sais pas quoi, on a bien compris que vous aviez des données vraiment de qualité, que vous aviez quelque chose de supplémentaire par rapport à ces GAFA, qui est le traitement de l'information, les capacités vraiment à les analyser. Donc ça, j'ai bien compris. Par contre, il me semble qu'il subsiste un risque, dites-moi si c'est un risque ou pas. Est-ce que vous ne pourriez pas perdre la bataille de la communication? C'est-à-dire, même avec leurs données moins fiables, moins robustes, plus rapides, est-ce que les GAFA, s'ils décidaient demain matin de faire une communication statistique, donc voilà, l'évolution de la société française, c'est celle-là, ouais, l'INSEE veut être robuste, mais nous, ok, on a des données d'un peu moins de bonne qualité, mais on est suffisamment robuste pour les communiquer. Est-ce que, et puis, comme c'est le premier qui tire qui va emporter le débat, et vous allez arriver derrière et vous disiez plus robuste. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre la bataille de la communication avec ces GAFA? Si, alors on n'est plus sur le sujet effectivement de la production, mais sur le sujet de la diffusion, oui, qui est un enjeu absolument majeur pour tous les instituts statistiques, et pour tous ceux, je dirais, dont la diffusion du savoir, de la connaissance, de l'expertise dépend un peu de l'évolution du marché de l'information. Nous, on était tranquille pendant des années à voir, à chaque fois qu'on publie une statistique, deux ou trois belles dépêches d'agences de presse, très fiables, avec des gens très sérieux qui nous connaissaient, et puis repris par la presse quotidienne régionale, et puis la presse nationale, quelques journalistes très avisés, qui étaient très scrupuleux, très rigoureux dans l'utilisation et l'interprétation de nos articles. Ça existe toujours. Mais le lectorat de ces médias-là vieillit, l'audience radio-télé aussi, et on est confronté, alors ça dépasse, je dirais, notre thème GAFA, on est bien confronté à l'apocalypse politique de Gérald Bronner. J'aime beaucoup aimer son bouquin, mais comment lutte-t-on contre comment fait-on pour que, notamment les jeunes, dont les élèves, des professeurs que certains d'entre vous êtes, vous savez bien comment moi les gamins, je vois bien comment ils s'informent, à coup de réseaux sociaux, avec le risque qu'on leur donne à manger ce qu'ils ont déjà mangé précédemment et ce qu'ils aiment avoir, et sans le filtre d'une rédaction qui peut être une rédaction qui a une idéologie ou un parti pris ou un autre, mais ça express par exemple Voltaire, mais qui exerce de toute façon un filtre de qualité. Quand on n'a plus ça, comment fait-on? Alors nous, c'est vraiment je pense, une préoccupation majeure, parce que c'est l'avenir de la diffusion d'expertise, pas seulement statistique, mais aussi statistique est en jeu. Alors on essaye, mais on ne sait pas encore passer à l'échelle, mais on essaye, on est sur les réseaux sociaux, bien sûr, les uns les autres. On a des petites vidéos, on essaye parfois de se conseiller avec des youtubeurs, on fait des petits trucs avec des dessins animés pour... Ouais, on travaille avec un youtubeur, exactement. Bon, mais je ne peux pas vous dire que ça va faire peur des millions de vues, c'est pas le blockbuster de YouTube. Mais on essaye, on se bat un petit peu, mais évidemment, c'est un peu comme écoper avec une cuillère, parce que par rapport à la puissance de feu de deux dépêches de presse bien écrites qui irriguent l'ensemble des médias conventionnels, c'est beaucoup plus difficile. Alors moi, je crois vraiment qu'il y a un combat qui peut se faire à l'école, au collège et au lycée, et dès le collège. Alors j'essaye de travailler avec l'éducation nationale là-dessus. J'aimerais vraiment que les collégiens aient un vernis minimum sur non seulement savoir ce que c'est que le chômage, l'inflation, combien il y a d'immigrés dans le pays, mais aussi savoir où le trouver. Et savoir que sur INSEE.fr, ça va être solide et qu'il y a des tas de sites dont je ne citerai pas où ça fera des conneries.
Et je pense que la bataille pour l'avenir se joue là. J'ai une question pour vous. Vous avez évidemment des tonnes et des tonnes et des tonnes de données. Est-ce qu'elles sont sur le cloud? Non. Est-ce qu'elles sont chez... Non, elles sont C'est sécurisées. le fournisseur français de cloud aussi. C'est un fournisseur français de cloud. Oui, non, nos données, elles sont sécurisées sur des serveurs qui quittent pas le territoire. Je ne sais pas si le sujet de la sauvegarde des données, de la sécurité, il dépasse de loin de savoir si c'est chez Microsoft ou c'est chez une autre boîte. Hein. La sécurité, ça peut être hacké. Donc la sécurité des systèmes d'information est aussi une préoccupation qu'on doit avoir. Et c'est pas uniquement quelle est la boîte qui les héberge. Donc on fait beaucoup d'efforts en ce sens. L'État a pris conscience de ça. Hein. Il pousse beaucoup. Voilà. Et puis on a quand même, mais on a aussi beaucoup de données individuelles qui, dûment anonymisées, etc., irriguent le tissu des chercheurs. Et ça, c'est important. Et c'est aussi, pour en revenir au GAFAM, c'est aussi une différence très forte. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on doit être accountable. Encore une fois, je fais de l'anglais. On doit pouvoir rendre compte de ce qu'on fait. On doit pouvoir être un peu transparent sur les méthodes. On doit pouvoir, dans le respect de la loi informatique et liberté, de la confidentialité, de l'anonymisation des données, donner aux chercheurs nos données de manière à ce qu'ils puissent pas forcément répliquer nos statistiques, mais faire des études, etc. Et éventuellement détecter si on se trompe. Rien de tout ça dans les boîtes noires des GAFAM pour l'instant. Donc ça, c'est vraiment aussi un sujet. Nathalie, cette question de la sécurité des données, ça se pose pour les institutions publiques, mais aussi ils ont des gros acteurs puissants, ils se font aussi attaquer. Il y a un problème aussi de ce côté-là. Bien sûr, hein, c'est ce que disait Jean-Claude, c'est clairement un problème qui est vrai pour toutes les données, évidemment, quel que soit le serveur, ou que ce soit AWS ou un autre acteur du cloud qui la possède, c'est l'attaque informatique. D'ailleurs, on parle de quatrième armée, elle est là. Qui est la cyberattaque, cybercriminalité, le hacking des données au niveau individuel n'est pas supportable, au niveau collectif ou d'une institution comme l'INSEE, évidemment, elle est gravissime. Et merci, je suis désolé, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, donc je tiens à remercier les deux intervenants, Nathalie Sonat et Jean-Luc Travers.